Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Géopolis cette semaine. Qu'en est-il des réformes sociopolitiques au Cameroun aujourd'hui? Qui fait quoi? Qui influe sur quoi? Finalement, quel est le poids des acteurs dans la mise en branle de ces réformes? Peut-on encore parler actuellement de l'influence de l'opposition et de la société civile dans la marche du pays, comme on a pu l'observer au début des années 90? En fin de compte, ne s'agit-il pas au Cameroun d'une société bloquée, pour reprendre la formule du sociologue français Michel Crozier? Pour questionner cette problématique avec nous ce soir, deux invités. Le professeur Paul Elvic Bachom, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zongo. Vous êtes politologue, vous enseignez justement la science politique à l'Institut des relations internationales du Cameroun, c'est bien cela? Tout à fait. Mais vous êtes aussi l'une de nos dernières cuvées d'agrégés, notamment 2013. Tout à fait, la session de 2013. La session de 2013, voilà, à À Brazzaville. Brazzaville. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation, C'est un professeur. plaisir. Alors, pour débattre avec vous ce soir, le docteur Joël Meyolo, bonsoir. Bonsoir, Guy. Vous êtes historien, chargé des cours au département d'histoire de l'université de Yaoundé 1. Oui, de Yaoundé 1, tout à fait. Voilà. Alors, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir pour moi. Voilà. Alors, dernière réforme socio-politique en date au Cameroun, professeur Elvic Bachom, docteur Joël Meyolo, le code pénal. Alors, on en parle encore, professeur. Oui, parce qu'on en a beaucoup parlé dans les médias, vous avez bien constaté, même dans les échoppes, en raison de certains problèmes que ça avait soulevés, ou bien petits problèmes. Mais cette réforme s'imposait. Vous savez que le code pénal régule un certain nombre de choses dans une société. Et la société évolue. Et le code aussi doit évoluer. Sans être spécialiste des questions de droit, je pense que c'est une réforme qui s'imposait au regard de l'ancienneté de l'ancien code et des évolutions sociales et même juridiques, et même aussi, par ailleurs, de l'arrimage du Cameroun à certains instruments internationaux qu'il fallait intégrer dans notre norme intérieure. C'était une réforme importante et qu'on attendait. Alors, docteur Joël Meyolo, code pénal, on en parle encore, contestation, récrimination d'ailleurs d'un ensemble de corps, les avocats notamment, sinon la société civile aussi. Oui, je veux dire que si le code pénal qui régule la vie de tous les jours était accepté sans qu'il n'y ait de revendications, qu'il y en a qui pensent que cela ne soit pas à leur goût, eh bien je pense que ça aurait été un mauvais code pénal. Il est normal qu'un élément régulateur, parce qu'il impose une procédure, ne soit pas accepté de tout le monde. Et puis, le fait qu'il y ait eu quand même une seconde lecture du vœu tel que voulu par le chef de l'État, montre qu'il y avait quand même nécessité à ce qu'il y ait un débat. Et donc c'est pour dire que le débat est inhérent à la construction d'un État et le code pénal n'échappe pas à cette réalité. Alors, cette loi-là, puisque c'est là le thème qui nous intéresse ce soir, l'initiative de cette loi, elle vient du gouvernement. Elle ne vient pas de l'opposition, elle ne vient pas non plus de la société civile, cette initiative-là. Alors, si on met en relief ce qu'il y a eu comme réforme sociopolitique au Cameroun ces dernières années, comment est-ce que les acteurs se positionnent dans ce processus, professeur? Peut-être avant d'en venir au positionnement des acteurs, ce code pénal est une loi et on oublie souvent qu'une loi, c'est le fruit des rapports de force. Et ces rapports de force penchent vers ceux auxquels ils sont favorables. Et donc tout le débat qu'il y a eu sur tel qui n'a pas été consulté, ça veut dire, ça fait transparaître le fait que finalement, le rapport de force a été favorable au gouvernement, bien entendu, et qu'il y a des dispositions qui n'arrangent pas ou bien qui n'ont pas adhéré, en fait, entraîné l'adhésion de certains acteurs. Et ça pose donc le problème des acteurs. Une société ne peut pas fonctionner dans l'unanimisme. Ce n'est pas on est passé de l'autoritarisme à la démocratie qui suppose le règne de la pluralité. Ce n'est plus le régime de l'un. Et donc le gouvernement qui prend les initiatives de loi comme celle-ci s'assure quand même que les composants de la société ont été consultés ou bien que la loi reflète la diversité de la société. Et de ce point de vue,
entre les gouvernants, le gouvernement qui les incarne, et les gouvernés que nous sommes, il y a quand même ces corps sociaux, ces corps intermédiaires, notamment la société civile, les corps professionnels, qui essaient de jouer le rôle de médiateurs. Bon. Est-ce qu'ils sont des médiateurs fidèles des désirata du peuple, ou alors sont-ils dans une position d'acteurs ayant des enjeux, des agendas cachés? Ça peut donc poser le problème des vrais enjeux des acteurs, et ça pourrait informer peut-être la trajectoire de cette diversité d'acteurs depuis les années 90. On a l'impression qu'il y a des essoufflements pour certains, qu'il y a l'absence, qu'il y a des étoiles qui ont pâli entre-temps. C'est peut-être une question plus profonde des intérêts des acteurs dans la configuration. Alors, dans le cas du code pénal, le barreau du Cameroun critique ce code pénal, demande qu'il soit quelque part retiré au départ. Il demande qu'il soit retiré. Mais le gouvernement n'entend rien, ne lâche pas, ne concède rien. Alors, donc, on a ce rapport de force-là, à ce niveau-là. Naturellement, il se poursuit au Parlement. L'opposition, les députés contestent également. Mais il y a véritablement ce qu'ils appellent un passage en force. Est-ce que le gouvernement ne se retrouve pas beaucoup trop puissant par rapport aux autres acteurs? Le gouvernement est toujours puissant parce qu'il faut qu'il a la responsabilité de montrer le chemin. La loi étant une norme, c'est-à-dire ce qui nous dit où nous devons aller, comment on doit y aller, il est normal que tout le monde ne soit pas de cet avis. Mais je voudrais peut-être insister davantage sur une espèce de parnasse contestataire. Tout à fait. Ce n'est pas parce que nous sommes de la société civile ou bien de l'opposition qu'il faut forcément s'opposer. Il faut s'opposer, c'est vrai, en apportant des solutions constructives, mais on constate quand même que, en faisant fi à ce que le ministre d'État Laurent Esso a dit, à savoir que le barreau a été consulté, on peut quand même se demander sur les vraies raisons de la contestation de certains acteurs. Est-ce que ce n'est pas une façon d'exister lorsque la scène politique est manifestement dans une espèce d'apathie, de dire nous sommes là, la corporation des avocats est là. Je ne jette pas l'anathème sur ce corps de métier qui fait un travail noble, mais je pense qu'il faudrait pouvoir relever des problèmes qui sont de l'intérêt général, plutôt que des problèmes de corporatisme. Parce que dès lors que les corporations prennent le pas sur l'intérêt général, qui peut ici être l'intérêt du peuple, alors il y a un problème. Alors, docteur Joël Meyolo, est-ce que vous n'avez pas eu justement le sentiment au cours de ce débat-là que finalement le poids de l'opposition au Parlement à l'intérieur et de la société civile, notamment le barreau, c'était à la limite, c'était des poids plumes face au gouvernement qui lui avait un objectif, qui entendait absolument faire passer sa réforme? Tout à fait, mais je ne voulais pas qu'on fasse une différence entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Absolument. Parce que dans le système camerounais, depuis au moins 1966, la majorité qui contrôle l'Assemblée nationale est celle qui compose le gouvernement. Et donc, pris dans cette logique-là, il est normal que les vœux du gouvernement, et donc pour le cas d'espèce, le code pénal, tel qu'il a été conçu par le gouvernement, passe à l'Assemblée nationale. Et donc, la posture de l'opposition à l'Assemblée nationale, elle est la conséquence de la représentation de l'opposition à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire quand vous avez une opposition qui est écrasée par une majorité comme celle du RDPC, est-ce qu'on peut penser que l'opposition, parce qu'elle est minoritaire, n'existe pas? Elle existe, mais sauf que la procédure à l'Assemblée nationale veut que la loi soit votée, adoptée par la majorité. Alors l'opposition a fait son rôle, elle s'est exprimée sur la question, sauf que sa voix ne porte pas, parce qu'elle est écrasée par la majorité RDPC. S'agissant de la société civile, et notamment représentée par le barreau des avocats, il faut comprendre qu'on est dans une configuration simple. C'est-à-dire que le barreau d'avocats peut être, je fais un schéma, peut être considéré comme une organisation syndicale, entre guillemets, et qui est en face le patron. Et donc le patron qui est l'État, qui décide d'un certain nombre, qui prend un certain nombre d'initiatives, et qui dit quand même que dans la prise d'initiative, le syndicat, que j'identifie comme le barreau, aurait été consulté, bien a été consulté. Bien, entre le moment de la consultation et le passage de la loi à l'Assemblée nationale, il s'est écoulé combien de temps? Il s'est écoulé à peu près 5 années. Il est normal que le barreau estime que on aurait dû à nouveau le consulter, sauf que c'était une consultation.
C'est une constatation et il n'y a pas nécessité de prendre telles quelles les propositions faites par le barreau. Je crois que c'est là où je suis d'accord avec, le professeur Bachom, pour dire que il faut bien que l'on comprenne les agendas cachés des individus. Quel aurait été l'idéal? Que l'on prenne en considération tout ce que le barreau aurait proposé ou que l'on mette au-dessus l'intérêt général. Et je crois que dans la configuration de notre pays, l'Assemblée nationale, on peut tout lui contester, elle représente le peuple, malheureusement. Elle représente le peuple, quelle que soit la configuration en ce qui existe en son sein, elle représente le peuple. Et si elle a donné son aval, il me semble que la plainte du barreau relève beaucoup plus de la volonté de il a quand même fallu que ce texte qui est passé à l'Assemblée nationale soit retoqué par le chef de l'État, professeur Bachom. Donc, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger justement sur ce que les acteurs aujourd'hui valent. Le fait que le chef d'État retoque le texte montre à peu près la prééminence, professeur. Est-ce que ce n'est pas la preuve même de la prééminence du chef de l'État? Au-delà de l'acteur qu'est l'Assemblée nationale, le barreau qui a émis des réserves, le texte est passé, le Sénat qui est passé dessus, et que le chef d'État, lui, en dernier ressort, retoque le texte. Est-ce que ce n'est pas lui qui détient finalement tous les pouvoirs dans cette affaire? Alors, ce serait peut-être facile de le dire. Je retiens le mot configuration de mon collègue. Oui. C'est une configuration, je dirais même un système. Un système où les éléments sont en interaction et se contrôlent. L'impression de blocage qu'on pourrait donc avoir, c'est une espèce d'équilibre de Nash, où parce que chacun campe sur sa position, les choses avancent de cette façon-là. C'est une forme de mobilisme dans l'immobilisme. Alors, revenant à cette question du chef de l'État qui aurait la prééminence. Vous savez, la démocratie n'est pas l'anarchie. L'anarchie au sens où il n'y a pas de tête. Tout à fait. Il y a bien un exécutif. Même si Montesquieu dit qu'il faut que par la force des choses de pouvoir et de pouvoir. La pouvoir et le pouvoir, tout à fait. Que dans une perspective théorie politique, il pense que les trois pouvoirs se vaudraient. Il ne faut pas oublier que l'État, le chef de l'État a le mandat du peuple. Au sens où on lui a donné mandat, il parle pour nous. Donc il a la responsabilité de conduire, il a la tête. De ce point de vue, il a la responsabilité de s'assurer qu'on ne va pas vers le mur. Et dans cette configuration autour de ce nouveau code pénal, on a bien vu que les acteurs ont des agendas. Et que notamment l'article 127 que relaie laissait penser dans sa version initiale des intérêts que le chef de l'État ne reconnaissait pas ou bien n'avait pas consacrés. D'où la nécessité pour lui en tant que souverain. C'est-à-dire l'immunité aux membres du gouvernement. Notamment. Lui en tant que souverain a la responsabilité de remettre les choses dans l'ordre. Si on dit immunité aux membres du gouvernement, c'est un blanc-seing pour les détournements et autres. C'est une dimension. Mais il y a une autre dimension qu'il ne faut pas éluder. Conférer l'immunité aux membres du gouvernement, ce qui n'existe pas au plan constitutionnel, c'est créer un droit. Le chef de l'État a l'immunité. Il y a les immunités de fonction pour les parlementaires. Quelle serait donc cette immunité qu'on donnerait aux membres du gouvernement? Comprenez? Il faut que les textes de loi au plan interne soient conformes à notre Constitution. C'est d'ailleurs le rôle de la Cour constitutionnelle, quand elle existera, de s'assurer qu'il y a conformité. On laisse donc entrevoir, ça laisse entrevoir les intérêts non déclarés de certains acteurs qui ont peut-être voulu subjectivement faire passer cette disposition. Parce que n'oublions pas que la loi est le fruit des rapports de force en faveur de ceux pour qui ils sont un acquis. Donc, il faut peut-être saluer la vigilance. La vigilance du souverain qui, en dernier ressort, a repéré ce stratagème. Voilà, ça c'est votre avis, professeur Elvic Bachom. Alors, docteur Mayolo, je voulais quand même, vous êtes historien, est-ce que finalement, j'ai évoqué à l'entame de cette émission le parcours depuis les années 90. Mais est-ce qu'on ne se rend pas compte, on parlait du code pénal qui est la dernière actualité, mais il y avait eu d'autres réformes, notamment, pas la moindre, celle de la Constitution de 96, le code électoral de 2012, mais à tous les coups, on a quand même eu le sentiment que la verve qui était celle des années 90 s'est essoufflée. Je crois que le professeur Bachom avait déjà évoqué un peu ces étoiles qui ont pâli.
C'est l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que on a le sentiment d'une hypertrophie de l'exécutif pendant que les autres s'affaiblissent? Oui, il faut peut-être revenir dans l'histoire du Cameroun pour comprendre que les acteurs qui sont mis en exergue en 1990 sont le fruit d'une longue histoire. Souvenons-nous quand même que au moment de l'UNC, il y avait une formation politique. Il y avait des formations, des séminaires, pour ce qu'on appelle l'école des cadres. Tout à fait. Et donc, le parti avait un système de fonctionnement qui permettait la formation des hommes, des futurs hommes politiques. À ça s'adossait allègrement ce que j'appelle les aînés de l'indépendance. C'est-à-dire ces gens qui ont été là pendant l'indépendance, qui ont mené les combats politiques et qui servaient de repère, d'exemple à une jeunesse qui deviennent donc des cadets et qui en 90 peuvent donc porter, à côté de cela, porter les revendications politiques. Or, ce qui se produit, c'est quoi? C'est qu'on a des... Donc, à partir de 90, naissent des partis politiques qui sont donc la conséquence de tout cela, mais qui commettent l'erreur de ne pas penser à la formation des cadres dans leur formation politique. La conséquence est donc simple. C'est que après 15 ans d'existence ou après 10 ans d'existence, ceux qui étaient les aînés de l'indépendance sont partis, sont décédés ou sont trop vieux. Les cadets de l'indépendance qui ont pris le relais en 1990 sont devenus des aînés dans les années 2000, ne peuvent plus et n'ont pas pris le temps de former les cadets de 2000, de 90. Et donc la conséquence, c'est qu'il y a donc un manque de formation politique. Et cela rejaillit donc à partir de 2000, des années 2000, puis encore à partir de 2010, sur la capacité de ces nouveaux acteurs introduits par hasard dans la politique à revendiquer, à porter des revendications sérieuses. Cela voudrait dire que vous n'accordez aucune importance au processus de déstructuration de l'opposition, aussi venant du pouvoir, parce que quand même, vous n'allez pas me dire, docteur Joël Moyolo, que vous n'avez pas vu qu'en 92, mars 92, on a première élection législative avec une victoire de l'opposition dans son ensemble. 92 sièges. Non, encore que... Mais les données vont changer à partir d'octobre 92. Guy, il faut comprendre une réalité. Est-ce qu'il n'y a pas ce processus de, il faut comprendre cette réalité. De désossage de l'opposition et de tout ce qui est contestation? Qui sont ceux qui émergent en 1992, les élections de mars 92? Ce sont les anciens de l'UNC. Tout à fait. Ce sont les anciens du RDPC. Qui ont migré souvent dans différents partis. Qui ont été formés à ce monde-là. Celui de l'école des cadres, celui de l'observation des aînés de l'indépendance. D'accord? Et puis, après 92, ceux-là n'ont pas compris que du fait de l'acceptation populaire, ils ont été portés à des cimes. Et que la survie de cette position-là passait par la formation des cadres. Ils sont restés dans l'environnement de départ et donc par conséquent... Donc quelque chose avait changé. Par conséquent, donc, ils pouvaient être plus attirés par le chant des sirènes qui venait du pouvoir, et ce n'est que de bonne guerre. Ce n'est que de bonne guerre. Oui, chant des sirènes. Professeur, vous n'avez pas vu ce processus-là d'affaiblissement systématique des autres acteurs sur le champ sociopolitique? De l'opposition. Oui. Étant entendu que la vocation des partis politiques, c'est conquérir le pouvoir et le garder, oui. Il serait légitime, je dirais même logique, que le RDPC ait travaillé à consolider son pouvoir. Et qu'en face, l'effet pervers soit ce que vous appelez le désossement de l'opposition. Mais je voudrais davantage rentrer dans le sens de mon collègue. Il y a eu cette euphorie des années 90. Tout se passe comme si l'opposition a été surprise d'avoir autant d'importance auprès de la jeunesse, auprès de l'opinion. Et ils n'ont pas su capitaliser, à mon sens. Vous verrez bien qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne des années 90, on a l'impression d'essoufflement. Nombre de facteurs peuvent expliquer la personnalisation des partis d'opposition, la régionalisation des partis d'opposition, la réduction à la portion congrue. Enfin,
Il y a une élimination systématique des voix discordantes dans l'opposition. Il y a aussi des relations incestueuses entre certains cadres de l'opposition et le parti au pouvoir, comme si la politique du ventre avait refait surface. Mais je ne voudrais pas dédouaner... A-t-elle jamais cessé, professeur Bachom? Vous dites, vous citez Bayard, la politique du ventre, et donc, a-t-elle jamais cessé, professeur? Vous pensez qu'elle a refait surface? Je vous interpelle. Enfin, avec plus d'emphase. Oui, d'accord. Oui. Mais il faut bien comprendre que l'opposition a une part de responsabilité importante. Je m'amuse souvent à regarder un peu l'actualité politique de ces jours-ci. On a l'impression qu'il y a un déclassement de l'opposition classique. L'UNDP, l'UDC, le SDF, au détriment de la nouvelle opposition. On dirait les pop stars de l'opposition aujourd'hui. Le MRC, l'AFP, le CPP de Mme Kawala. Pour une raison simple, les partis d'opposition doivent se nourrir des problématiques qui sont importantes pour le peuple. Mais comment expliquer qu'un parti d'opposition reste encore cramponné aux problématiques des années 90, alors que nous sommes dans une ère où la jeunesse, la sécurité sont des questions clés. Vous comprendrez donc que le CPP, l'AFP et le MRC qui ont compris que les partis d'opposition, en fait, le parti doit vivre avec leur temps, ce sont ces problématiques. Et font florès dans les universités auprès de la jeunesse. Au point où si rien n'est fait, je puis sans être prophète, penser que dans... Sans faire dans l'imprécation. Tout à fait. Penser que dans 10 ans, ils vont mourir de leur propre mort. Ces anciens partis d'opposition qui n'ont pas su faire leur ragionamento. Pourquoi? Parce que, alors, quand vous voyez un peu les problématiques qu'on a aujourd'hui, cette démarche réactionnaire, c'est lorsque le gouvernement a pris l'initiative que le SIF, l'UNDP, l'UDC réagissent pour faire une conférence de presse. Il faut prendre les initiatives. Il faut lancer les débats. Il faut faire des propositions de loi, même si ça peut avoir des fortes... Oui, mais sur ce plan-là, professeur Bachom, sur ce plan proposition de loi, il y en a quand même plein qui sont dans les cartons à l'Assemblée nationale. Vous le savez très bien. C'est la loi de la majorité. Ah, donc, même lorsque l'opposition ou les autres acteurs qui sont, disons, qui ne sont pas dans le même registre que le pouvoir, font des propositions qui peuvent être de nature à améliorer le quotidien des Camerounais, il faut les rejeter systématiquement parce que c'est la loi de la majorité. Est-ce que cela marcherait? J'ai un regard distant de tout cela, oui, pas la politique. Mais j'ai l'impression que même les membres du parti majoritaire font beaucoup de propositions. Oui. Les propositions ne viendraient pas seulement de l'opposition. Elles doivent venir des membres du Parlement, alors que les projets de loi viendraient du gouvernement. Du gouvernement, tout à fait. Si on fait une... obsession, si on est obsédé par ce que l'opposition a proposé et qui n'a pas prospéré, on pourrait oublier très vite que beaucoup de députés RDPC n'ont pas aussi fait des propositions de loi. C'est peut-être le révélateur d'une atmosphère générale où on attend que le gouvernement propose des choses. Pour qu'on s'engouffre dans la brèche. Ça peut être peut-être un problème plus fondamental de casting de nos députés. Vous savez que les députés doivent s'entourer. Ailleurs, ils s'entourent de toute une équipe. Oui, tout à fait. Et ils font des enquêtes, ils font des sondages pour savoir qu'est-ce qui préoccupe le peuple. Et vous pensez que... Enfin, j'ai la faiblesse de penser que peut-être des propositions ont été présentées et n'ont pas été suffisamment mûries. Mais n'oublions pas aussi en même temps que ce n'est pas l'anarchie. La démocratie n'est pas l'anarchie. Le gouvernement qui a des objectifs à atteindre peut estimer que pour ce moment-ci, ce n'est pas la question peut-être des mototaxis qui est prioritaire. Ou alors que sa perception de la question des mototaxis n'est pas comprise par l'opposition qui pense qu'il faut réguler. Donc, il y a des raisons. Il faut peut-être faire une sociologie du parlementarisme au Cameroun. Je laisse cela aux spécialistes. Oui, en l'occurrence, le docteur Joël Moyolo, vous avez beaucoup travaillé sur le Parlement au Cameroun. Il y a là une question qui vous interpelle. Votre dernier travail porte sur quoi exactement? Sur le découpage des mandats parlementaires. Je m'intéresse à... Je veux qu'on revienne à l'histoire. À ce sujet, il y a une polémique que vous tenez à élucider. Oui, tout à fait. Oui, dites-nous un mot avant de continuer. Quand on observe de façon très rapide le découpage des mandats parlementaires, on nous informe que nous sommes à la 10e législature. Or, la 10e législature renvoie à l'Assemblée nationale qui naît après l'unification, c'est-à-dire de façon institutionnelle en 72 et dans les élections de juin 73. Or, en réalité, à partir de 62,
Oui, on a déjà. Avril 62, on a une Assemblée nationale fédérale qui est le pouvoir parlementaire législatif d'un État de 750 km, de 475 000 km², dans le Cameroun actuel. Et donc, il y a les deux configurations, le Cameroun anglophone, le Cameroun francophone. Et donc, il n'est pas normal que, quand l'on procède au découpage des mandats parlementaires, que l'on commence en 1973. C'est d'autant plus que, dans l'esprit des parlementaires, et notamment du président de l'Assemblée nationale fédérale, Marie Gomboa, au passage de l'Assemblée nationale fédérale à l'Assemblée nationale, il disait c'est la continuité, la discontinuité. Donc il n'y a pas de logique qu'un événement que je considère comme marginal. Donc nous sommes à la 40e législature, docteur. On devrait en principe être à la 12e législature. Ok, voilà. C'est un débat sur lequel nous reviendrons. Maintenant, pour revenir à la question, il faut préciser les choses. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'au niveau du RDPC, on peut me remonter au niveau depuis l'UNC, les députés ne font pas de propositions de loi. Les députés du parti au pouvoir ne font pas certaines propositions de loi. C'est vrai que l'article 14 de l'Assemblée dit que de la Constitution du Cameroun du 18 janvier 1996 dit que l'initiative des lois appartient au Parlement et au gouvernement. Concouramment au Parlement et au gouvernement. Mais sauf que, comme j'ai dit précédemment, le parti qui contrôle le Parlement, c'est le même qui contrôle le gouvernement. Et vous observerez que avant les sessions parlementaires, avant l'ouverture des sessions parlementaires, tous les députés sont convoqués quelque part, généralement c'est au palais des congrès, où ils reçoivent en quelque sorte l'esprit du parti, les orientations du parti. Et donc, logiquement, les députés du RDPC, du parti au pouvoir, ne s'intéressent pas à un certain nombre de choses. Mais quand on regarde l'histoire de l'Assemblée nationale, on peut observer qu'en 82, par exemple, il y a une proposition de loi, mais c'est une proposition de loi qui visait à insérer des motions, une motion de soutien au chef d'État. À l'époque, c'était le président Amadou Ahidjo. Oui, elle est passée d'ailleurs. Elle est passée, elle passe. Voilà. Comme il y a des propositions de loi qui visent à, par exemple, en 1988, qui visait la création d'une mutuelle pour la retraite, les cotisations pour la retraite des députés. En réalité, ce sont des questions qui concernent directement, on va le dire comme ça, qui concernent directement la vie de tous les jours des députés, l'heure après le passage à l'Assemblée nationale. S'agissant de l'opposition, l'opposition dans son rôle d'émettre, de proposer des lois. Vraiment, c'est son rôle. Mais comme l'a dit Bachom tout à l'heure, le rôle de ceux qui sont en face, c'est d'empêcher que ces propositions, pas peut-être d'empêcher. Pas d'empêcher, mais de faire comprendre aux autres que vous êtes en minorité. Ils sont de la minorité. Vous êtes en minorité. Quoique, même si cela, parfois, dérange un peu, parce que ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition que chaque fois qu'on fait une proposition de loi, qu'elle soit mauvaise. Mais il faut comprendre que dans la logique de la lutte, la lutte de positionnement, la lutte... la lutte de positionnement, le leadership, le député de RDPC ou le système RDPC, je préfère le dire comme ça, le système RDPC fait une démonstration de force. Il est de bon ton que ceux d'en face travaillent à renverser la tendance au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Alors, j'évoquais aussi à l'entame de cette émission le sociologue français Michel Crozier. Professeur Bachom, Crozier explique qu'il arrive un moment où il y a des interactions absolument dans les acteurs dans le système. L'acteur qui est dans le système. Mais est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter aujourd'hui qu'il n'y ait pas justement cette transversalité entre l'opposition, la société civile et le pouvoir en place au Cameroun? Parce qu'on a l'impression qu'il y a carrément une rigidité de fait. Il n'y a pas de possibilité que les uns puissent véritablement influer sur les autres. Le régime en place pense que le code pénal doit passer tel quel. On a beau se plaindre de l'article 127, il y a même peut-être ce que d'autres ont dit pire, la filouterie de loyer qui a été pénalisée. Mais le régime a tenu à le faire passer comme tel. On aurait quand même pu entendre deux ou trois récriminations venant du barreau, d'autres Camerounais, les incorporer.
Quand je vous ai dit que le régime c'est un système, je voudrais signifier que les éléments du système se tiennent. Quelquefois, on ne le perçoit pas de façon évidente. En réalité, il y a toujours les tractations. Vous voyez qu'il y a eu des consultations du barreau il y a un peu plus de 5 ans. Ce n'est pas le régime de l'unanimisme. Et donc, forcément, le ministre qui est porteur du projet de loi consulte des spécialistes, quelquefois même des enseignants qui sont de la société civile, des associations. Cela peut ne pas être su. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'il y a grief lorsque les intérêts d'une catégorie sont en jeu. Vous voyez bien la fixation sur l'article 127. Mais c'est un code pénal qui a beaucoup d'articles. Pourquoi ça fait grief? Parce qu'il y a une... Enfin, ça a donné un peu d'actualité et puis il y a des gens qui ont voulu s'en distancer. Peut-être même certains qui ont été consultés. Alors, le système est complexe. J'ai l'habitude de le répéter. Le système est complexe. Le lire à la lumière de ce qu'on perçoit, c'est manquer d'éléments permettant de faire une lecture intégrale. Vous pouvez négocier avec la société civile des heures durant, intégrer même leur point de vue, proposer une loi qui intègre beaucoup d'éléments qu'ils ont présentés. Et puis lorsqu'il y a grief au niveau du Parlement, ils sont les premiers à aller dans les médias dire on ne se reconnaît pas là-dedans. On a eu des cas historiques dans ce pays. Des gens qui ont été avec vous dans les négociations et qui sont allés dénoncer dans les médias. Parce que quelquefois, en fait, en général, l'activité parlementaire est suivie par la population. Le Parlement, c'est l'espace où on débat ou bien on décide de l'avenir de tout un peuple. Tout à fait. Et donc, normalement, l'opinion regarde. Il fut un temps où c'était des choses lointaines, mais aujourd'hui, il y a les médias qui sont là pour relayer en temps réel, et ça nous intéresse. Donc, du coup, tout le monde voulait faire attention à sa carrière politique et à son avenir politique. Et personne ne veut se prendre les pieds dans le tapis. Du coup, on peut dire des choses et se dire après. Mais dire que c'est le système, c'est vraiment envisager la perspective d'un système où des acteurs sont en contact les uns les autres et ils sont en interaction. Mais finalement, le produit de cette interaction, qui peut être traduit en termes de loi, c'est la loi. Et cette loi-là reflète les prises de position de celui qui a le rapport de force favorable. Et forcément, ici, le gouvernement. Mais ce n'est pas pour cela qu'on va empêcher aux gens de pleurer. Ils vont pleurer, dénoncer, mais dura lex, c'est lex. Oui, mais finalement, est-ce que l'opposition, la société civile ne sont pas que des faits valoir aujourd'hui au Cameroun, docteur Mayolo? Et s'ils ne peuvent pas, d'une certaine manière, comme on le disait au début des années 90, on a bien vu. Je prendrai un exemple. Le président de la République a peut-être refusé la conférence nationale souveraine. Il a dit elle est sans objet. Mais il a fait une tripartite. Il y avait une pression. Il y avait des gens en face qui pouvaient descendre dans la rue, qui pouvaient implémenter des mouvements de contestation quand même d'une envergure assez considérable. Oui, ce que je veux dire, c'est que peut-être le pouvoir de l'opposition à la société civile ne se manifeste plus de façon institutionnelle, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale ou dans le gouvernement, n'importe où. Aujourd'hui, le champ d'expression ou le champ d'expérimentation, parce qu'on une expérimentation, le champ d'expérimentation de la nouvelle opposition ou du nouveau canal d'expression de la société civile et de l'opposition, ce sont les réseaux sociaux. Et à ce niveau-là, les choses bougent. Ils font bouger des choses. Et ça touche les Camerounais. Et ça touche atteint les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, à quel point tout le monde peut se connecter. Oui. Tout le monde peut être informé de tout. Et on a vu des thématiques simples, un peu comme la dame qui s'est fait, qui a été éventrée, devant l'hôpital à Kintini. Vous avez vu la réaction qu'il y a eu. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut capitaliser un fait divers et amener le gouvernement à bouger? C'est pour dire que l'opposition à la société civile, non plus, certes, parce qu'il y a une majorité étouffante au niveau de l'Assemblée nationale, non plus ce canal officiel d'expression, mais il y a les réseaux sociaux. Ils ont déserté la rue. Ils ont déserté la rue. Tout à fait. Ils ont déserté la rue. C'est un nouveau modèle démocratique que vous définissez. Mais oui, absolument. Ils sont partis de l'Assemblée nationale où ils ont été chassés, du fait de la majorité du RDPC, et c'est de bonne guerre, je l'ai dit. Ils sont partis de la rue où les manifestations ne sont pas toujours
encadrées, où les autorisations ne sont pas toujours, où la procédure, parce qu'il faut le remarquer, il faut le noter, où la procédure n'est pas toujours maîtrisée par les demandeurs, pour intégrer un milieu où en réalité, il y a encore un vide juridique. Du moins, on a trouvé, créer l'espace juridique, où il y a un vide juridique, où tout le monde peut prendre une information, se connecter, distribuer à un réseau, et ce réseau peut influencer les décideurs. Et donc, je ne suis pas de ceux qui pensent que la société civile n'a pas de poids, ou que l'opposition n'aurait plus de poids. C'est-à-dire, il y a un poids qui est là et qui est en construction. Et comme l'a dit Elvic, ce poids est grandissant. Il est grandissant, pourquoi? Au fur et à mesure qu'on aura les connexions dans les villages. Et qu'une information pourrait être créée, pourrait être mise dans un réseau social, et donc prendre l'ampleur jusqu'au village, il y aura un mouvement. Rappelons-nous que la révolution en Tunisie. Oui, elle a commencé avec un vendeur dans la rue qui s'est immolé. En Égypte, elle a été matérialisée par un groupe d'individus qui avaient la maîtrise des réseaux sociaux. Oui, professeur Bacham. Il se passe quelque chose que nous risquons de ne pas remarquer si on n'est pas vigilant. Une espèce de révolution silencieuse. Le Parlement étant maîtrisé ainsi par le parti, avec ce que c'était appelé la majorité obèse, les nouveaux partis, la nouvelle opposition a compris qu'il faut contourner cet agora-là et a investi les nouveaux objets et les nouveaux espaces. Mon collègue parle des réseaux sociaux, mais il y a même les manifestations de rue, les sittings, ces nouvelles formes-là qu'ils ont saisies, ce qui fait que finalement on a l'impression que le gouvernement s'ajuste. Je pense que c'est le chef d'État qui a demandé récemment à ses ministres d'investir les réseaux sociaux parce que c'est là-bas que ça se passe. Il se passe que la politique est en train de se déterritorialiser. Avant, elle se faisait sur un territoire bien précis, délimité par les frontières. Mais aujourd'hui, les sites comme Camer.be, Cameroun.net, Congosa, la diaspora camerounaise qui est aux États-Unis et ailleurs, participent bien à la politique nationale. J'ai d'ailleurs une collègue qui a fait un travail sur la question. Et ça montre que les frontières physiques ne délimitent plus l'espace politique du Cameroun. Et l'espace matériel est devenu immatériel. Les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. La fin des territoires. C'est une fin des territoires. Pour paraphraser un peu Badi. Je parlerai peut-être davantage d'un espace public. Des territoires classiques, on va dire. Parce qu'il se trouve que pour accéder à cet espace public-là, il faut avoir la maîtrise des TIC, au moins le rudiment. Il faut avoir accès à Internet, accès à un téléphone portable. Absolument. Donc, du coup, ça crée une espèce d'élite néo-abémacienne qui peut y agir. Et on peut craindre, en suivant la logique de mon collègue, que la vulgarisation des réseaux sociaux puisse mettre davantage en difficulté le gouvernement. Si davantage le gouvernement ne comprend pas qu'il faut investir massivement ces espaces-là. C'est cela qui a fait de se passer. Mais on a quand même vu à ce sujet, puisque vous en parlez, on a vu quand même les cris, on a entendu les cris d'orfraie de certains membres du gouvernement qui sont allés jusqu'à dénoncer, à dire qu'ils n'avaient pas de compte Facebook. En fait, il est vrai qu'on est parti d'une situation où les comptes avaient été piratés, mais on était quand même étonné d'entendre des membres du gouvernement dire « Moi, je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai pas de Twitter, je n'ai pas de... » Donc là, ils ont une longueur de retard. Le président Hollande, les présidents étrangers ont des comptes. Le président de la République, Paul Biya, a un compte Facebook où il donne les informations. Pourquoi pas les membres du gouvernement? C'est là-bas que ça se passe. Il y a des territorialisations. Nous sommes la génération Android, pour reprendre le président de la République. Ça veut dire que nous nous épanouissons dans ces espaces de réseaux sociaux. Imaginez lorsqu'il y a un incident à Maroua où nous sommes. Dans la minute qui suit, elle se répand comme de poudre dans les réseaux sociaux. Et tous ceux qui sont sur WhatsApp, sur Facebook, ont l'information. Et l'information, c'est le pouvoir, disait Francis Bacon. Ça veut dire que quand on a l'information, si on ne peut pas la contrôler, les gens vont aller dans tous les sens. Ils vont commencer à stigmatiser un tel. Et si le gouvernement est en retard sur l'information, comment pourront-ils, je parle des membres du gouvernement, réguler la situation s'ils viennent en réaction? Je pense que c'est cela qui est en train de se passer. Et il faut bien suivre la trajectoire de la nouvelle opposition. Alors, donc, pas de blocage de la société, comme on pourrait penser. Ce n'est pas parce que le RDPC fait des lois au Parlement, ce n'est pas parce que l'initiative des lois vient simplement du parti au pouvoir qu'on pourrait conclure, encore une fois avec Rosier, que nous sommes dans une société bloquée. Nous n'y sommes pas pour ce bâtiment. Il y a une récréation. Il y a une récréation, renouvellement. Il y a des
ce sont des espèces de bricolage. Qui vont... Et on n'invente pas. Oui. Les printemps arabes qu'évoquait mon collègue, les printemps arabes, les problèmes en Syrie, on a bien vu la force des réseaux sociaux dans ces domaines-là. En fait, il y a cette déterritorialisation qui changera les modalités de la participation politique. Si on n'a pas compris, le Parlement risque de devenir une espèce d'agora où des anciens récompensés viennent débattre et discuter des perdièmes et des questions qui ont rien à voir avec la population, des questions... Mais c'est déjà là une tendance lourde, docteur Joël Moyolo. On a quand même le sentiment que le Parlement se met beaucoup plus en avant lorsqu'il s'agit des questions qui sont d'intérêt, à la limite corporative, c'est-à-dire qui le concernent directement, crédit automobile, d'autres aspects qui le concernent directement. Non, moi je n'aurais pas évidemment cette lecture-là aussi simpliste. Les lois sont dans les études que j'ai faites jusqu'en 2007, de 1961 à 2007, donc d'avril 62 à décembre 2007, il y a à peu près 1334 lois qui ont été votées par le Parlement. Et dans ce point, je j'étudiais les questions internationales. Il y a à peu près 272 qui concernaient les rapports avec l'extérieur. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à l'Assemblée nationale, on ne dort pas. On ne dort pas. La configuration actuelle est contextuelle. Du fait que l'Assemblée, c'est un même parti qui contrôle l'Assemblée nationale et le gouvernement. On aura toujours besoin d'une Assemblée nationale. Non, ça c'est parce que si on prend, si le pouvoir se retrouve dans la rue ou dans les réseaux sociaux et qu'on n'ait pas une instance de régulation qui serait la conséquence d'un casting sérieux des parlementaires, peut-être on aurait défini un profil académique, un profil scolaire, académique, peut-être professionnel. On aurait donné aux parlementaires, à chacun des parlementaires, un cabinet qui travaillerait sur les questions de la population. Eh bien, en ce moment-là, on aurait donc un Parlement qui pourrait répondre, peut-être avec plus d'efficacité aux questions de la population. Mais il n'en demeure pas moins que dans le contexte actuel, des projets de loi sont envoyés à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas croire. Faut pas croire que les projets de loi qui arrivent à l'Assemblée sont validés. Non. Les ministres sont interrogés sur les questions. Il y en a qui sont obligés de rentrer et d'apporter des éléments de réponse. Ils sont interrogés sur les questions. Mais malheureusement, nous sommes dans le monde, dans le monde de la polémique et qui veut que l'histoire se fasse uniquement quand il y a opposition. C'est-à-dire que tant qu'un projet de loi arrive à l'Assemblée nationale, par exemple sur la santé, et qu'il passe normalement, vraiment c'est un mauvais projet de loi. Mais s'il y a un projet de loi qui arrive et qui est contesté, on empêche l'opposition de déposer une proposition de loi, c'est là où il y a histoire. Mais non. Je me suis rendu compte que à l'Assemblée nationale, nous avons de très bons textes qui doivent tout simplement être appliqués. Nous avons des très bons textes. Mais oui, mais vous comprendrez peut-être que est-ce qu'à un moment donné, l'opinion n'a pas eu le sentiment que sur des textes essentiels, l'Assemblée nationale avait quelque peu manqué d'aller dans le sens de l'histoire, pour ainsi dire. Docteur Moyolo, professeur Batchom, il y a quand même eu des lois essentielles, peut-être, qui retiennent plus l'attention de l'Assemblée, de l'opinion. Révision constitutionnelle 2008, élection présidentielle à un seul tour, ça c'est 92. On n'a pas beaucoup senti quand même que l'Assemblée avait pris un certain nombre de responsabilités en se disant, bon voilà, nous voulons que ces élections-là soient beaucoup plus crédibles, ou si vous voulez, qu'elles soient beaucoup plus disputées pour ce Batchom. Alors, le risque c'est de rester obnubilé par certaines questions et de ne pas voir... Au détriment d'autres. Voilà. Notamment la question de l'élection à deux tours, la question de l'élection par liste, des questions qui ont souvent
et qu'on entend depuis beaucoup de temps d'enfance et qui n'ont pas évolué. Et qui font que si ce n'est pas résolu, alors rien n'est fait. Le risque aussi, c'est de ramener l'activité parlementaire au seul vote des lois. Il y a le contrôle de l'action gouvernementale. Et de ce point de vue, je voudrais embrayer sur ce que me disait mon collègue. Des ministres sont souvent mis en difficulté au Parlement. Tout à fait. Sur des questions de gouvernance, sur des questions de patrimonialisme, pour le dire de façon crue. On a quand même vu Mouchi Pousseidou, paix à son âme, en 1994, renvoyé à ses études. Le texte, son budget, il a fallu qu'il revienne. Il y a tout cas, il a été recalé devant le Parlement. Oui. Maintenant, dans la configuration des acteurs, on ne sera jamais d'accord avec un texte de loi qui n'a pas pris en compte nos aspirations. Mais la question, c'est de savoir si ce sont les aspirations des personnes qui doivent transparaître dans un texte de loi. La loi doit être suffisamment générale pour pouvoir intégrer les réalités les plus diverses et protéiformes. Et dès lors qu'on a compris cela, on ne se bat plus, on ne déclare plus une troisième guerre mondiale sur un article. Pour la raison simple que c'est. Mais de ce point de vue, on pourrait reprocher aux membres du RDPC, aux parlementaires du RDPC, un certain suivisme. Le terme est méchant, mais il y a la discipline du parti. Le parti, il se trouve que le parti qui est majoritaire à l'Assemblée est le parti qui dirige aussi le pays au niveau du gouvernement. Et donc a une ligne. Comme on dirige avec les lois, il faut que les lois qui nous permettront, les réformes et les lois, aillent dans le sens où nous voulons aller. Et notre Parlement doit travailler dans ce sens. Et comme par heure, le Parlement est majoritairement RDPC, il doit accompagner l'action du gouvernement. D'où les réunions qu'on a souvent vues dans un palais sur une colline, pour essayer d'accorder. Parce que justement, dites-vous bien que dès lors qu'il y a des individus d'horizons divers et de formations diverses, ça peut aller dans tous les sens. Il faut donc pouvoir recadrer les choses. Voilà un peu... Donc, oui, mais alors, vous avez semblé quand même, on avait déjà effleuré cet aspect, c'est l'affaiblissement des autres acteurs, on est encore dans cette problématique. Et vous m'avez indiqué qu'il y avait des nouvelles formes qui arrivaient, c'est-à-dire que les réseaux sociaux notamment. Mais moi j'ai envie de vous dire, finalement, vous avez pris le cas de Mme Koumateke à Douala, mais est-ce que finalement les acteurs peuvent influer sur le système, sur le régime, les autres acteurs, société civile, opposition, s'ils ne vont pas dans la rue quand même, s'ils ne maintiennent pas une certaine pression, parce que d'aucuns vous répondront, les réseaux sociaux, bien on bavarde, on est à l'abri, on est au chaud dans sa couverture, chez soi, on écrit des choses et puis on balance sur le net. N'allez pas penser que, n'allez pas penser que l'action de l'opposition, qui n'est pas dans les couloirs du Parlement, n'est pas valable. Ça permet aux choses d'avancer. Les gens qui se font arroser dans un carrefour, ça attire l'attention. Et il y a le processus de shaming. C'est-à-dire que le fait même que les partenaires au développement et la communauté internationale aient du Cameroun l'image d'un pays qui maltraite son opposition, c'est pas bien. Et donc du coup, ils peuvent décider, 3-4 personnes peuvent décider d'aller marcher, se faire verser de l'eau qui gratte, juste pour qu'on sache qu'ils sont là et qu'ils font des choses. Alors, tout à l'heure, mon collègue a effleuré un aspect des bonnes lois qui ne sont pas appliquées. Sachez que la faiblesse, enfin, c'est Machiavel qui le disait, la judicature sans l'épée est vaine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir toutes les lois, mais si vous ne les appliquez pas, ou bien si l'État n'est plus craint en tant que Léviathan, ou si le Léviathan devient boiteux, alors il y a un problème. Et c'est peut-être là le problème du Cameroun. Il y a cette espèce de désenchantement vis-à-vis de la politique qui fait que les gens disent rien ne changera, le Parlement ne va rien faire. Parce qu'on ne voit pas les conséquences des lois qu'ils prennent au Parlement. Il faudrait pouvoir peut-être travailler là davantage, que les lois soient appliquées. Parce que si les lois ne sont pas appliquées, la régulation qu'elles sont censées produire ne se produit pas. Et donc du coup, le bas peuple se dit, ils se réunissent au Parlement, revendiquent les choses qui n'ont rien à voir avec notre intérêt, demandent les choses par rapport à leur parc automobile. Il faut que les lois qui sont prises, dans les configurations quelquefois complexes. J'ai bien vu que le député Martin Oyono a beaucoup bousculé, permettez-moi le mot, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur la question du code pénal. C'est dire qu'il y a des gens qui ne laissent pas passer comme des lettres à la poste des projets de loi. Comprenez un peu. Mais il faut que, et ça c'est un jeu, c'est le jeu politique et parlementaire. Ce n'est pas pour cela qu'il n'est pas... Il est ennemi du ministre de la Justice, non. Il est dans son rôle. Mais il faut que le résultat de ces
joug politique soit concrètement manifesté dans la régulation de la société. Et c'est peut-être là que le défi se trouve, pour qu'on crédibilise notre Parlement en se disant, on voit bien qu'ils prennent des lois qui améliorent notre constitution. Vous connaissez le sentiment que les acteurs se valent au moins sur l'échiquier politique, qu'on n'ait pas le sentiment que l'exécutif écrase complètement le Parlement. De ce point de vue-là. Je dis une fois de plus, c'est que penser que l'exécutif écraserait le Parlement n'est pas tout à fait dans vrai. le contexte actuel n'est pas tout à fait. N'est pas vrai. Parce que c'est le même parti. Vraiment, c'est le même parti. Il y a une discipline du parti. On dit, OK, voilà la vision que nous avons pour notre pays. Peut-être parce que il y a, depuis un certain temps, il y a l'absence des communications comme cela a été fait souvent avec le président, avec l'ancien régime, où il y avait des grands meetings, on faisait une politique générale, c'est-à-dire on indiquait les grands axes de politique générale, et où tout le monde partait de là avec une idée de ce qu'on va faire, pour, du cap qu'on devrait avoir. C'est peut-être parce que cette communication est restée interne aux membres du gouvernement et aux députés, et donc on n'a pas l'impression, on n'a pas connaissance de ces éléments à l'extérieur. On peut donc, à juste titre, penser qu'il y a un écrasement de l'Assemblée nationale par le pouvoir. Mais je pense qu'il y a un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il faut qu'il y ait une culture politique. S'il y avait la culture politique, si le peuple était politiquement formé, on comprendrait cela aisément. Or, il y a un manque de culture politique, de certains hommes politiques même. C'est-à-dire que la politique, pour beaucoup, c'est de prendre une carte, quand on la prend dans un parti politique, de participer à un meeting, et puis on se dit que d'accord, j'ai la maîtrise de la politique. Mais non, il faut une culture politique qui fait en sorte que, devant les situations particulières, que l'on ait le regard politique. Je comprends. Parce que si un même parti, le RDPC, prépare un projet de loi, l'envoie à l'Assemblée nationale, dominé par le RDPC, et que le projet de loi passe comme une lettre à la poste, et on s'assoit, on dit, ah, vraiment, gérez votre pays comme vous voulez, ça c'est... Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris qu'à la base, nous sommes dans un jeu de positionnement, dans un jeu d'influence. Et que malheureusement ou heureusement pour les uns ou pour les autres, ils contrôlent l'arsenal politique, c'est-à-dire les deux principaux leviers, qui sont l'Assemblée nationale et le gouvernement. Il faudrait que les autres travaillent à ce que, le peuple ait la culture politique, et à ce qu'ils prennent de l'influence sur ce peuple qui aurait été éduqué. Et peut-être, dans une configuration, dans un avenir proche, on aurait donc une Assemblée nationale contrôlée par un parti différent de celui qui contrôle le pouvoir, encore que, et ça revient à la première problématique de ces débats, encore que même dans cette configuration-là, il y a des prérogatives qui sont reconnues aux souverains. Qui peut agir par ordonnance. Et donc nous sommes dans le jeu d'un système politique, malheureusement, qui a un ensemble d'instruments qu'il faut pouvoir maîtriser et comprendre. Je vous demandais, est-ce que, comment percevez-vous l'intrusion de plus en plus grandissante des organisations internationales dans la sphère politique camerounaise? D'aucuns ont dit qu'il y a un agenda caché. Je veux parler par exemple du dernier rapport d'Amnesty International qui a fait couler beaucoup d'encre de salive et qui continue à faire couler beaucoup d'encre de salive. Est-ce que ce n'est pas aussi le signe d'un essoufflement, de l'essoufflement dont vous parlez, professeur Bachom, qu'on vienne ainsi donner ainsi le fil d'Ariane au gouvernement sur un certain nombre de questions? Moi, je suis quelque peu surpris que les gens se meuvent du rapport de l'Amnesty International. Ils sont dans leur rôle. Ils doivent justifier les budgets auprès de leurs bailleurs de fonds. Première chose. Deuxième chose, ils sont des gatekeepers pour rappeler ce qui ne va pas pour que vous vous ajustiez. Ils sont en contre-pouvoir, quelque part. Alors, si vous n'interrogez pas la philosophie de ces ONG, qui souvent sont les bras armés d'une logique néolibérale, qui vise à promouvoir la démocratie et donc le respect des droits, alors on ne comprendra pas le rôle d'Amnesty. Il y a un projet hégémonique, il y a un type, une façon de penser le monde qui est vécue par l'Occident. C'est le régime de la démocratie. Et ce serait quand même mal vu et diplomatiquement incorrect que la France vienne rappeler au Cameroun par un rapport parlementaire que
Les droits de l'homme. Ça passe plus si c'est une ONG qui a quelques crédits d'indépendance. Comprenez donc. Mais nous sommes dans un monde qui est en train de changer. Et je crains que les gens ne le... Mais est-ce que le gouvernement suit là-dessus? C'est-à-dire qu'on a quand même vu cette levée de bouclier. Oui, le gouvernement a fait une levée de bouclier. Il y a des sorties des ministres que je pense qui n'étaient pas nécessaires. On ne peut pas boire avec le loup et travailler à améliorer. Le rapport d'Amnesty dit qu'il y a violation des droits lors de la guerre. Mais il n'y a aucune guerre propre. La guerre, c'est un moment... C'est un moment d'exception. Tout à fait. Et pendant la guerre, on a amené à tuer les gens. C'est vrai qu'il y a un droit de la guerre, Jus in bello, qui dit comment tuer de façon, entre guillemets, légale. Légale, oui. Mais peut-être le gouvernement aurait pu simplement, ce qui peut être fait, je n'ai pas un point de, je n'ai pas d'accès à la boîte noire. Peut-être le gouvernement aurait pu simplement, au regard de ce rapport, demander des enquêtes internes. Voilà. Mais il y a une commission d'enquête pour ça, Bachom, qui est instituée. Voilà, pour essayer de voir de quoi s'agit-il au fait. C'est le rôle d'Amnesty, d'attirer l'attention sur ce qui se passe et qu'on ne peut pas savoir. Vous savez, le front est loin de la capitale. Il y a beaucoup de médiateurs entre les militaires et nous. On ne sait pas. Un militaire qui est dans une situation d'adversité peut ne pas avoir de son contrôle, peut oublier les rudiments du droit international humanitaire qu'il a pris. Comprenez un peu. Et il y a tout un travail qu'il faut faire. Moi, la question qui m'intéresse davantage dans cette histoire de guerre contre Boko, je sors un peu de la trajectoire, c'est l'après-guerre. Qu'est-ce qu'on fera de ces jeunes qui reviendront? Certains sont partis de la formation pour le front. Ils ont tué des gens. Il y a le traumatisme il y a le stress post-traumatique, mais il y a aussi la reconversion des gens qui ont tué. Observez ce qui s'est passé dans certains pays. Des gens qui sont rentrés de guerre ont une certaine facilité à revendiquer. Suivez mon regard, il y a eu des rébellions par le fait des gens qui ont fait la guerre, qui ont banalisé la mort de l'homme. Voilà les questions qu'il faudrait que le Cameroun essaie d'interroger. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Comment on les reconvertit? Où est-ce qu'on les parque? Amnesty fait son travail. Vous aurez même des rapports, d'autres encore qui vont venir. Ça, c'est envisageable. Mais il faut pouvoir chercher à savoir ce qu'il en est, et répondre à Amnesty par un rapport d'enquête gouvernementale. Après, qu'Amnesty fasse son travail, c'est logique. Oui. Donc, docteur Joël Mayolo, sur cette question, est-ce que Amnesty ne vient pas intervenir parce que les acteurs locaux eux-mêmes sont largués par les événements sur ces questions-là, par exemple? Bon, je crois que au regard de la réaction, parce qu'il n'y a pas que la réaction du gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a la réaction de la société civile, de l'opposition, des gens qui se sont... C'est parce qu'il faut bien comprendre le contexte. Le Cameroun est en guerre, ok? Et ça fait quoi, depuis des années, depuis 70, qu'on n'avait plus connu une telle... depuis la fin du maquis. Oui, depuis la fin du maquis, les procès de 70, 71, on n'a plus connu une telle réalité. Et donc, tous les Camerounais sont choqués. De dire, au fond, aujourd'hui nous faisons une guerre, nous ne savons pas d'où elle vient, on nous impose une guerre. Il y a un repli identitaire qui fait que parfois les questions essentielles qui sont posées ne sont pas. Parce qu'elles abordent une question qui capitalise l'intérêt, qui a fait renaître l'amour propre des Camerounais, eh bien, on entre dans une espèce d'euphorie générale. Maintenant, qu'est-ce que Amnesty International a dit qui peut quand même choquer, ou dans l'interprétation, dont l'interprétation pourrait choquer? Tout à l'heure, le professeur Bachom parlait de ces jeunes qui sont au front. De ces jeunes qui ont l'impression qu'ils ont tout donné pour la nation et qu'un rapport leur rappelle que dans ce tout donné-là, vous commettez des erreurs. Qu'en réalité, vous défendez mal votre pays. Ça bouleverse un peu les familles qui ont perdu des enfants. Parce qu'on n'a pas la culture de la guerre, en réalité. Que l'Amnesty International le dise au Tchad, des gens qui sont, moi, de toute façon, se défendent. Mais pour des Camerounais qui, depuis 40 ans, 50 ans, n'ont plus connu la perte d'un enfant qui va en guerre. Et quand on prend le contexte de l'emploi au Cameroun, où généralement, le soldat qui meurt sur le front était le seul levier de la famille.
comprenez qu'un rapport comme celui-là, même si c'est dans son rôle, même si la nationale est dans son rôle, un rapport comme celui-là choque dans un contexte qui est le nôtre. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un appui aux acteurs locaux qui sont un peu... Non, je dis, les acteurs locaux sont dans un... C'est l'euphorie. C'est-à-dire que même ils se sont rangés de ce côté-là, ils se disent, bon, on fait une guerre contre Boko Haram. Franchement, il faut le faire. Oui. Oui. Aux acteurs locaux. Oui. Qui peut être un élément supplémentaire d'explication lié aux acteurs. Alors, vous savez qu'on est dans un contexte frileux, où il y a des barons qui sont en prison, où on voit la main de lobbies étrangers derrière toutes les attaques contre le Cameroun. Ça peut expliquer la sortie. On se dit, le but de ces ONG, c'est de montrer que le Cameroun n'est pas un état de droit. Et donc de consolider, conforter la thèse qu'il y a des prisonniers politiques, qu'il y a une violation massive des droits de l'homme. Donc ça peut expliquer un peu la sortie. Mais je pense que on pouvait botter en touche. On pouvait botter en touche. Amnesty a fait son travail. Nous savons ce que c'est que la guerre. La guerre, comme le disait mon collègue, a créé un sentiment, une consolidation de l'unité nationale. C'est là l'une des conséquences non voulues de la guerre. C'est que les gens se sont sentis plus camerounais. Vous avez vu les slogans, je suis Marois, je suis le Bi. Et donc, du coup, il y a comme une levée de bouclier générale face à ce genre de choses qui crée même un sentiment anti-français, anti-occidental. On a vu des situations au boulevard du 20 mai. Mais c'est normal. Je pense que dans ces contextes, le gouvernement devrait jouer le rôle qui est le sien, à savoir rassurer la population pour leur dire, ils sont dans leur rôle, n'allez pas voir tout de suite là la main d'une puissance étrangère, comprenez? Et que la guerre se fait selon des normes. Alors, on va regarder. Sauf que il faut bien intégrer une autre réalité. C'est que Amnesty International, et ça vous l'avez dit tout à l'heure, pour beaucoup de Camerounais, le rapport était très choquant pour les jeunes qui sont enfants, pour le moral des troupes. Ça, c'est important. Nos soldats, je ne suis pas dans leur formation, mais nous n'avons pas une culture de la guerre. Beaucoup ont pensé que ça allait finir. Nous n'avons pas une culture de la guerre. Ni les soldats, ni les parents de ces soldats n'ont cette culture de la guerre. La preuve, c'est que quand un pétard éclate dans un quartier, on avait la poudrière, tout le monde essaye. Alors, on n'a pas cette culture de la guerre. Il était bon pour moi, je pense, que le gouvernement intervenant pour rassurer ces soldats, pour leur dire, écoutez, demain, vous ne serez pas traduit à la CPI. Il n'y aura pas un tribunal spécial pour le Cameroun. Je pense que c'est plus dans cette optique. Parce que quand on commence, violation des droits de l'homme, le droit de guerre a été violé. Alors, pour un soldat qui a 19 ans au front et qui a regardé à la télé, a vu des militaires, des gens qui ont officié comme militaires dans leur pays, se retrouver devant une juridiction internationale, il peut se dire, mais attends, quand ce gars arrive avec une grenade qui la lance, non, je ne le tue pas, je lui casse plutôt la jambe. Parce que dès que je le tue, j'entre... Est-ce que finalement, est-ce qu'on a apporté, comme dit le professeur Bachom, est-ce qu'on a apporté, on a adressé les vraies questions, les vraies réponses aux questions, aux questions posées par Amnesty International? Parce que, comme je vous entends, professeur Moyolo, docteur Moyolo, vous dites quelqu'un qui vous balance une grenade, moi je lui casse le pied. Mais non, Amnesty dit, il y a des gens qui ont été arrêtés qui ne devaient pas l'être. Voilà le fond du débat. Il y a plein de gens qui ont été arrêtés. Est-ce que vous savez, l'hypocrisie des organisations internationales me gêne un peu. C'est-à-dire que on a eu des guerres contemporaines où des camps spéciaux ont été créés, où des soldats, avec libre cours sur des individus. Tout à fait. On a vu les prisons d'Abu Ghraib en Irak, où on a vu des militaires poster des photos. On a vu en Israël des soldats poster des photos des enfants. Alors, tout à fait. Est-ce que Amnesty International est devenu amnésique dans ces cas-là ou aveugle? Mais ça a été rappelé quand même. Ça a été critiqué. Mais ça absolument aussi. Alors ça veut dire que et vous verrez que en fonction des contextes, il est bon. Maintenant, peut-être on est dans la théâtralisation du jeu politique. Il était bon que le gouvernement camerounais se prononce sur la question. Maintenant,
est-ce que cela dédouane d'un rapport qui va être envoyé à l'Amnesty International? Il faut le faire. Parce qu'il y a moi je pense, la réponse du loup à la bergère. C'est-à-dire, l'Amnesty International a tenu une conférence de presse où un rapport a été lu. A répondu également. Le gouvernement, donc, on sait qu'il fallait répondre. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, est-ce que c'est finalement, j'imagine aussi les téléspectateurs, est-ce que quand Amnesty arrive, c'est le relais des organisations nationales qui ne peuvent plus véritablement faire entendre leur voix dans ce contexte-là, parce que nous parlons d'affaiblissement. Est-ce qu'il y a un affaiblissement? Parce qu'aujourd'hui, les organisations de défense des droits de l'homme chez nous, est-ce qu'elles auraient pu faire un rapport comme celui d'Amnesty International et qui aurait eu un écho comme celui d'Amnesty International, professeur Bachom? Je voudrais bien qu'on se comprenne bien. Oui. Bien, je ne donne pas de leçons pour la communication des crises, mais je donne juste mon avis sur la question en réitérant que ne pas réagir à ce rapport n'aurait rien enlevé à notre gouvernement et à l'efficacité d'autres forces de défense qui font un travail remarquable dans les conditions difficiles. Ayant dit cela, j'estime que le risque est de donner beaucoup d'ampleur et d'importance à un rapport qui parle bien d'autres choses aussi. Mais on focalise sur... et c'est peut-être en faisant ce genre de focal qu'on va attirer l'attention des jeunes qui sont au front. Oui, mais qu'est-ce que c'est même que cette affaire de rapport d'Amnesty? Les rapports, il y en a tous les jours. Les ONG nationales en font, les ONG internationales en font. Pourquoi celui-là? L'opportunité, enfin le silence eût été une conduite, entre autres. Alors, est-ce que les organisations de la société civile camerounaises auraient pu faire un rapport sur cette thématique? Je pense que non, parce qu'il y a une espèce de consensus national. Nous sommes attaqués, nous sommes en guerre. Et c'est l'un des effets de la guerre, je l'ai dit tantôt, savoir que la guerre a renforcé chez nous le sentiment d'appartenance à la nation Cameroun, quelles que soient nos origines ethniques. Et donc, du coup, dans ce contexte, une ONG nationale qui prendrait le toupet de faire ce rapport serait tout de suite taxée de subversif, antipatriotique et autres. Et donc, les gens, même s'ils en ont les moyens, s'abstiennent. Donc, Amnesty peut se permettre ce genre de sortie, puisque revêtu de l'immunité, de l'international et tout ce que ça peut comporter. Alors, mais est-ce que les rapports sur les guerres, c'est le fait du Cameroun seulement? Non. Non. La guerre du Biafra, la guerre du Katanga, la guerre en RCA. Des rapports, il y en aura toujours. Je parlais de la parnasse contestataire. Vous savez, il y a des gens qui font de la contestation ou bien de la dénonciation leur fonds de commerce. Il faut bien qu'ils dénoncent. Sinon, comment vont-ils justifier les budgets qu'ils ont et les legs qu'ils ont? Il faut simplement botter en touche. Et si on interroge plus loin la sociologie des acteurs de ces ONG, qui sont-ils? Quelquefois par le phénomène de revolving door, les portes battantes, allez voir que c'est des gens qui ont servi des États occidentaux, qui sont devenus ensuite des leaders dans ces ONG, et donc qui sont porteurs d'une certaine vision du monde. Une certaine idéologie. C'est une idéologie. C'est une guerre. La communication, la guerre, c'est aussi communicationnel. Donc il ne faut pas... Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui se passe sous nos yeux et que nous risquons de louper, c'est la configuration internationale du monde. Qu'est-ce qui effraie autant les ONG occidentales? C'est peut-être aussi l'importance que prennent des nouvelles puissances, comme la Chine, le Brésil, la Turquie, vis-à-vis des États africains. Et donc il faut rappeler que non, notre vision du monde n'a pas pâli, elle est encore pertinente. Il ne faut pas oublier, il faut continuer à le faire. Parce que face à ce consensus de Washington, qui est traduit ainsi, il y a un consensus de Beijing qui n'a pas beaucoup de... qui ne vous tient pas rigueur sur les questions de droit, parce que le développement ne peut pas se faire sans la stabilité et la sécurité. Or, il faut qu'il y ait la sécurité, et elle passe par la guerre. Il faut pouvoir faire la guerre à Boko Haram pour pouvoir développer le Grand Nord. S'il n'y a pas la paix et la stabilité, on ne pourra pas développer. Alors, que préférons-nous? Je pose la question à Amnesty. Un peuple qui a faim et qui est sous les balles, ou bien un peuple qui mange à sa faim et qui a une... Alors, il faut peut-être se rappeler... et là encore, c'est l'état de nature. Oui, l'état de nature. Le Léviathan. L'État voit le jour parce que les gens qui étaient dans une espèce de liberté étaient en guerre tous contre tous. Guerra bella omnia contre omnes. Finalement, ils disent eux-mêmes, dans ces conditions-là, je peux me faire tuer à tout moment. Ils ont troqué un peu de liberté pour avoir la sécurité. Peut-être qu'il faut qu'on remonte à ces origines-là pour se dire que la sécurité du Cameroun ne doit pas être compromise par des rapports. Et comme la sécurité du Cameroun est un bien national, il faut peut-être botter en touche les rapports.
qu'allons-nous faire si tous les mois il y a un rapport? On va banaliser notre communication en intervenant tout le temps. Oui. Je pense qu'il faut, passer autre. Il faut aller à l'essentiel. Voilà, alors nous sommes sur le point d'achever pratiquement cette émission. Nous avons parlé des acteurs, mais est-ce que finalement les acteurs sont pas... est-ce que finalement les acteurs actuellement, tels que nous les avons, vers quelle nouvelle configuration, on a beaucoup utilisé ce mot, vers quelle nouvelle configuration nous devons aller en ce qui concerne les rapports entre ces acteurs ici, dans notre pays? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y aura plus de poids, le poids de l'exécutif va-t-il aller s'affirmant, ou alors la société civile va reprendre du poil de la bête, ainsi que l'opposition? Vous avez esquissé, professeur Bachom, trois nouvelles forces politiques à peu près. Vous avez cité le MRC, vous avez cité l'AFP, vous avez cité aussi le CPP. Voilà. Mais les grands schémas, ça pourrait être quoi? Alors, je ne puis tracer les schémas sans préciser que ces schémas sont la conséquence de trois logiques au moins. Les nouveaux objets de la société civile ou bien de l'opposition, on les a vus. Ils sont Android, ils sont l'investissement de la rue, ils sont les nouvelles formes, le happening, le shaming. Alors, mais il y a aussi la nouvelle génération. Si cette nouvelle génération, incarnée par les Olivier Billet, les Kawala, ne tombe pas dans le piège des anciens, à savoir la caporalisation des partis et même leur régionalisation, on dirait ethnicisation, alors on peut craindre que la jeunesse qui a de plus en plus une conscience politique, parce qu'elle est connectée au vaste monde, comprenez, il parlait de culture politique de mon collègue, et que la jeunesse qui a davantage de culture politique aiguë soit de plus en plus contestataire et aguerrie. Et que le gouvernement qui est en train de comprendre cette mutation et dont se met à jour, qu'on aille plutôt vers une scène politique plus ouverte, où on vivra la politique vraiment comme elle devrait se faire. À savoir qu'il y a des préoccupations sociales qui sont là, la société civile, les contre-pouvoirs les soulèvent, les dramatisent, le gouvernement s'ajuste. On aura davantage, à mon sens, de plus en plus, des textes de loi qui sont à la dimension de nos préoccupations sociales. Et peut-être on pourra alors dire que nous avons l'opposition que nous méritons. D'accord. Alors, docteur Mayolo, vous voyez demain rééquilibrer, c'est en fonction des jeux politiques, l'Assemblée que vous connaissez bien, que vous étudiez bien, reprendre, se faire entendre beaucoup plus. C'est vrai que vous avez cité toutes ces lois qui sont votées, mais comment dessinez-vous demain les rapports justement entre tous ces acteurs? Moi, j'ai bien peur que demain, l'arrêté du pouvoir cesse d'être... Il y aura deux visages. Je crois on continuera à avoir des États. Des États où les gouvernements chercheront par tous les moyens à imposer la volonté. En contrôlant, où les individus auront par tous les moyens, chercheront par tous les moyens à imposer la volonté en contrôlant les gouvernements et les assemblées. Mais qu'à côté de cela, il y aura de plus en plus la capacité des individus à revendiquer des meilleures conditions de vie en utilisant des moyens qui ne seront plus conventionnels. Oui, je prends un exemple simple. Oui. Je vais prendre la situation des étudiants au Canada et la question de la loi de travail en France. Tout à fait. Pour comprendre que tant qu'on aura des systèmes, et ça c'est encore pour longtemps au Cameroun, système où un parti politique contrôle les deux sphères de pouvoir, la rue et les réseaux sociaux seront renforcés dans leur capacité à dénoncer, à s'opposer. Et là je dis, ce n'est pas une opposition institutionnelle, officielle, à s'opposer à ce qui est fait par les gouvernants. Et cela sera la conséquence d'une jeunesse politiquement instruite et qui s'instruit aujourd'hui pas du fait des partis politiques, mais qui s'instruit par les réseaux sociaux, qui voit ce qui se passe en France, qui voit la contestation des étudiants au Canada, qui voit la contestation des femmes au Kenya. Parce que dites-vous bien qu'aujourd'hui, une femme dans mon village, parce qu'elle a Facebook, Twitter, WhatsApp, est informée qu'il y a des femmes au Kenya qui revendiquent d'être enceintes. La revendication ne sera certainement pas la même, mais la manifestation pourrait être la même. Et donc, de plus en plus, on aura des pouvoirs qui vont se concentrer. On aura des individus qui concentreront le pouvoir. Et en face,
il y aura des réactions qui ne seront plus à l'Assemblée nationale parce qu'ils seront exclus, mais qui seront dans la rue et dans les réseaux sociaux. Et nous sommes en train d'aller à ça au Cameroun. C'est encore timide. Oui. Mais vous voyez, le réflexe aujourd'hui, c'est quoi? Mais on a quand même bloqué les réseaux sociaux. Non, le régime a bloqué les réseaux sociaux à un moment donné. C'est encore timide. Mais on a deux situations. Oui. Soit on permettra aux gens de s'opposer en leur disant, ok, faites ce que vous voulez. Soit on évoluera à la chinoise en disant qu'on contrôle les réseaux sociaux. Or, l'option que nous avons prise, heureusement, l'option que nous avons prise est une option démocratique et on y reviendra par là-dessus. Et donc, le chemin vers lequel on va, c'est celui où la démocratie, on aura toujours les instruments de démocratie, c'est-à-dire le pouvoir, la séparation des pouvoirs, mais ces pouvoirs seront contrôlés par des individus. Il ne restera à d'autres qu'une autre forme d'expression démocratique, qui est l'expression populaire. Elle va se faire dans la rue et dans les réseaux sociaux. Alors, pour ce Bacham, donc finalement, nous sommes dans la polyarchie de Robert Dalle. On est bien dedans. Tout le monde influe sur tout le monde, finalement. Oui, enfin, ça n'a jamais changé au gouvernement Dalle, puisqu'on voit bien que même le petit agent du système peut être déterminant. Dès qu'on a dit qu'il y a un système, ça veut dire que si on enlève une ficelle, tout le système peut s'écrouler. Mais je réfléchissais à haute voix pendant que parlait mon collègue, et je me demandais, et si la démocratie redevenait directe? Je prends deux cas de figure, ce qui s'est passé en décembre 2015 au Burkina Faso, et ce qui vient de se passer en Turquie, où on voit très bien que le gouvernement a utilisé la population comme barrage contre une conquête non autorisée du pouvoir par les armes. Si les réseaux sociaux sont devenus autant fréquentés, les rues, c'est bien parce qu'on se rend compte que le Parlement n'est plus le lieu où ça se joue. Peut-être qu'il y a une tentative de déclassement du Parlement. Aux parlementaires de travailler maintenant à se remettre au centre du jeu. Mais finalement, il y a d'autres parlements. Et vous connaissez bien l'appellation, les parlements de 90. Il y a des parlements comme ceux-là qui se créent dans les réseaux sociaux, sur les rues, où finalement ça se joue. Et qui sont très écoutés par les gouvernants, qui sont très attentifs. Parce que rappelons-nous quand même qu'à l'origine, il y avait le peuple souverain qui avait donné sa souveraineté à un homme. Et peut-être qu'il est en train de réclamer cette souveraineté à nouveau pour pouvoir l'exercer, estimant que les représentants qui avaient un pouvoir média, peut-être ont trahi le peuple ou bien ont manqué de consistance. Donc, voilà la question. Vous répondez encore à ce qu'il avait dit. Vous aviez terminé en nous parlant de ce schéma. Mais sur le cas de la Turquie disons que il faut comprendre quelque chose. C'est que les individus qui veulent contrôler les États usent de plusieurs astuces. Et le cas de la Turquie est un élément très illustratif. C'est qu'il y a un discours populaire que l'on sert. Il y a un discours populaire. Et Erdogan, c'est clair maintenant, son discours est populaire. Nous avons apporté la prospérité, les autres n'en veulent pas. Ce sont les autres, ce sont les éléments fédérateurs, comme la guerre contre Boko Haram, ce sont les éléments fédérateurs. Nous avons essayé d'être stables, les autres n'en veulent pas. Et donc, le problème, c'est les autres. C'est aussi ce que le gouvernement camerounais fait. Le problème, c'est les autres. C'est aussi ce que le gouvernement camerounais fait. Mettons-nous, parce que il faut pas, je voudrais pas, j'ai pas envie de voir dans la population turque qui descend dans la rue, exclusivement ceux qui soutiennent le président Erdogan. C'est-à-dire, nous sommes un peu dans ce qu'on appelle le mythe de la caverne de shérif. C'est-à-dire, il y a un objectif. Nous avons créé quelque chose. Les autres n'en veulent pas. Voilà, ils ont monté des militaires pour déstabiliser. C'était ça son discours. Alors maintenant, si vous ne voulez pas que nous rentrions en arrière, alors je dis, il y a un acquis que nous avons chez nous au Cameroun, c'est la démocratie. Donc, pour rien au monde, on acceptera revenir à l'ancien. Et la conséquence pour le cas turc, c'est qu'on restera dans une démocratie, mais une démocratie, comme disait le président Marie Gomboa, une démocratie disciplinée. Oui, d'accord. Professeur Bacham, un dernier mot? Oui, sur le populisme. Vous observerez qu'il y a une espèce de rhapsodie du populisme. Et qu'un peu partout où
le pouvoir a su se rapprocher du discours populiste. Il a su soit se consolider, soit accéder au pouvoir. Même en Europe, on a bien vu des populistes accéder au pouvoir, bien être près du pouvoir. Peut-être c'est la preuve que pour accéder au pouvoir, bien pour y rester, il faut être proche du peuple et laisser les pouvoirs médiaux. Comprenez? Et donc, peut-être on va vers la démocratie populaire. C'est là qu'on y retourne. Alors, c'est sur cette dernière explication du professeur Elvic Bachom que nous terminons ce débat. Je vous remercie, docteur Meyolo. Vous êtes enseignant à l'Université de Yaoundé 1, historien, d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Également, je vous remercie, professeur Elvic Bachom. Vous enseignez à l'Institut des Relations internationales du Cameroun, de la science politique. Merci d'avoir accepté de venir participer à ce débat sur Equinox Télévision. Merci de m'avoir surtout donné l'opportunité de retrouver mon camarade. Voilà. Des années 2000. Des années 2000 au département d'histoire. Voilà. Alors, merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir consacré 90 minutes en nous écoutant longuement. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h30 pour un nouveau débat sur Equinox Télévision. En attendant, restez en compagnie de nos programmes.